Bienvenue dans cette nouvelle interview du sommet du business minimaliste. Je suis très heureux de t'accueillir, Jérémy Coleman, puisque tu fais sans doute partie aujourd'hui des gens qui sont les plus minimalistes. Et pour te présenter un tout petit peu aujourd'hui, et tu me diras si c'est quelque chose qui te convient en matière de présentation, tu aides essentiellement les coachs, les consultants, les gens à créer justement quelque chose qui est un business très minimaliste et qui s'appuie sur des valeurs et un petit peu tout l'écosystème qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, pour faire très simple. Ouais, c'est tout à fait ça. Ok, super. Alors, avant de parler de ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours d'entrepreneur, puisque l'idée de ce sommet, c'est un petit peu de montrer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent créer un business minimaliste ou bien simplifier le leur. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'explications finalement dans le parcours de chacun de comment est-ce qu'on arrive à ça et pourquoi effectivement on est aujourd'hui dans quelque chose qui est sans doute plus simple ou volontairement en train de simplifier. Ok. Moi, mon parcours d'entrepreneur et mon parcours sur le web, il a déjà maintenant plus de 10 ans. Je pense que j'ai fait mes premiers trucs autour de 2008, 2009, un truc comme ça. J'ai commencé avec les blogs à l'époque où on n'avait même pas encore WordPress pour faire un blog, c'était très compliqué. Ou en autorépondeur, on n'avait que Aweber, c'était tout en anglais. Le truc, il y avait du code partout, tu comprenais rien. Et moi, j'ai démarré là-dedans avec un média dans la séduction, ensuite un média dans la mode masculine qui s'est hissé en top 3, top 4 national, je ne sais plus exactement, qui a été une marque de vêtements, qui a été revendue ensuite. Derrière, moi, j'ai fait un blog dans le sport. J'ai été freelance en stratégie digitale et en social selling. C'est des mots compliqués pour dire que tu aides les clients à vendre sur Internet. Dans des marques corporate, j'ai fait ça en sous-traitance pour des grosses agences. Je travaille pour des très gros clients. Je suis allé jusqu'à à la fin de ma carrière de freelance, entre guillemets, à coacher Sony sur des problématiques B2B, Instagram et social media. Entre-temps, j'avais aussi créé une agence, pareil, dédiée pour les marques sur comment vendre sur Internet et notamment avec le social media, etc. Et à un moment, juste, j'ai pété un plomb. J'étais surchargé de taf, je bossais vraiment beaucoup. Je gagnais pas tant que ça. Enfin, si tu veux, j'étais très bien payé, mais tu sais, tu as les charges, c'est compliqué. Enfin, tu peux pas profiter de ce que tu gagnes. Et à un moment, j'ai un jour eu un client qui me hurle dessus au téléphone en me disant mais pour qui vous prenez, c'est moi le client, etc. Il me hurle vraiment dessus, genre je suis le client. Et là, je raccroche. J'ai dit ok, plus jamais. Je veux juste plus jamais ça. Je veux plus travailler comme ça. Je suis retourné vers mes premiers amours avec le web entrepreneuriat classique tel que l'infoprenariat, des choses comme ça qu'on connaît aujourd'hui nous dans nos secteurs. J'ai recréé des blogs, j'ai refait du Facebook, j'ai refait du Instagram, j'ai refait du YouTube, j'ai fait des petites formations. Je me suis rendu compte que ça marchait pas comme je voulais parce que la petite formation c'est un monde à part encore et c'est pas celui que je maîtrise le mieux. Et naturellement j'ai glissé vers le coaching et ça c'est mon activité des 3 dernières années où d'abord j'ai fait du coaching, puis j'ai fait du coaching de groupe. Puis on a productized tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire on a tout regroupé ce qui revenait régulièrement et on a mis en place un suivi, etc. Toujours en fait, si tu veux, pour faire de plus en plus ce que j'aime et que ce que j'aime, enlever tout ce que j'aime pas et que ça prenne de moins en moins de temps. Et c'est ce qui m'a amené à ce que j'ai aujourd'hui avec mon association avec Florian Morata et à notre programme principal aujourd'hui Business Canapé qu'on enseigne maintenant depuis plusieurs mois. Voilà. Effectivement, alors on a démarré, je crois, à peu près à la même période finalement, tout compte fait. Enfin, moi, un tout petit peu plus tôt, j'ai commencé en 2007, mais c'est vrai que c'est une époque qui paraît à la fois pas si lointaine que ça quand on le dit. On a l'air un peu de vieux con quand on se le dit comme ça. C'était le Far West. C'était le Far West. C'était le Far West et c'était un truc qui était totalement différent d'un point de vue technique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, le premier obstacle, je pense, pour plein de gens qui se lancent, c'est de se dire d'arriver avec les questions de comment la plateforme, le truc, l'outil, le machin. Et ça fait déjà une liste de compétences, de connaissances, de trucs à maîtriser qui est complètement hallucinant. Et à notre époque, en plus, c'était pire. C'est-à-dire que c'était encore moins simple que ça ne l'est aujourd'hui, comme tu le disais. J'ai des souvenirs où j'avais plugué PayPal, Aweber et mon WordPress ensemble. Sérieux, il m'a fallu 1 semaine dans le code pour réussir. C'était la misère. Moi, c'est un exemple que je reprends souvent. C'est à l'époque, j'ai commencé avec Dotclear, qui était le français qui faisait concurrence à WordPress. Ouais. Et j'avais pris ça parce que c'était à l'époque les seuls qui te permettaient d'embed les vidéos Dailymotion. On parle même pas de YouTube encore à l'époque. Et c'était vraiment un truc qui est complètement hallucinant. Mais c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui un petit peu dans cette configuration-là, effectivement, où il y a pléthore d'outils, il y a des trucs pour faire des funnels, il faut un autorépondeur, il faut plein de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est totalement
à la fois déjà onéreux et puis surtout, ça fait autant de choses à prendre en main. Et c'est vrai que toi, aujourd'hui, et ce que j'aime dans ton parcours, finalement, c'est ça, c'est d'avoir réussi ce que plein d'entrepreneurs sans doute voudraient accomplir, c'est-à-dire d'éliminer, de scalper un peu tout ce qui est pénible au milieu et notamment les outils, tout ce qui fait que tu passes effectivement, on s'en rend peu de compte en fait quand on regarde le truc, mais quand on fait un funnel, bah, c'est du boulot, il faut le remplir, il faut mettre des produits dedans, il faut alimenter en trafic. Enfin, tout ça, c'est vraiment une activité à part entière. Et c'est vrai que pour les gens qui se lancent, c'est quelque chose qui peut paraître totalement sidérant. C'est exactement le cœur de notre sujet aujourd'hui, parce que souvent, je me bats avec des gens qui sont des agences ou qui ont fait des tunnels, des scaling, des machins, des trucs. Ils me disent, non, mais Jérémy, tu peux pas dire que c'est pas bien. Je fais, attends. Chez moi, les tunnels, la pub, là, et tous vos trucs, là, avec les appels de vente et tout, j'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai dit que c'est un métier. C'est un métier de web marketer, c'est un métier de closer, c'est un métier de créateur de publicité, c'est un métier de copywriter, etc. Moi, mon audience, c'est des coachs, c'est des thérapeutes, c'est un petit peu aussi des consultants. Ces gens-là ne sont pas experts web marketing. Il faut arrêter de leur vendre un système qui leur demande de l'être. C'est plus le même métier. Tony Robbins, je ne pense pas qu'il s'amuse à faire des funnels. Il a des équipes pour ça. Donc juste, en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que ces outils, oui, peuvent être extraordinaires, mais c'est des métiers à part. Donc un coach qui se lance et qui a des ambitions de faire, je sais pas moi, 50, 100 000, 200 000 par an, il n'a pas besoin de s'encombrer avec tout ça. Nous, aujourd'hui, on n'utilise quasiment pas de processeur de paiement, quasiment pas de site web, on n'utilise rien de tout ça, on n'a pas de funnel, on n'a rien du tout, on n'a que des outils gratuits et on s'en sert encore de moins en moins, on sert quasiment plus que de Facebook, ça marche très bien. C'est vrai, la plupart des gens l'oublient, mais on n'a pas besoin de grand-chose pour vendre finalement sur Internet. C'est de se dire, finalement, les gens, quand ils te font confiance, ils vont t'envoyer de l'argent comme tu le fais avec des proches. Tu as besoin d'un compte PayPal, tu as besoin d'un relevé bancaire pour qu'ils te fassent un virement. Oui. La vente, tu peux la faire naturellement. Et effectivement, pour trouver des clients, les réseaux sociaux dans leur ensemble sont faits pour ça. Alors évidemment, il y a des méthodes qui permettent de ne pas arriver en mode un peu bourrin, achète mon produit. Mais en substance, on est quand même dans quelque chose où ça peut être aussi simple que ça. Alors, pour des débutants, je pense que c'est bien d'intégrer cette mécanique-là. Mais maintenant, il y a quand même un point qui m'intéresse, c'est comment des entrepreneurs, tu vois, comment est-ce qu'ils basculent d'un système qui est, bon, moi, j'ai les funnels, j'ai les trucs, à comment est-ce que toi, tu as fait pour arriver à dire, OK, je simplifie? Parce que quand on le résume comme ça a l'air simple, mais il faut quand même transitionner vers un modèle qui est différent, qui a des implications différentes et qui fait que tu transformes totalement ton business malgré tout. En fait, il faut réussir à voir ton business dans son ensemble. Un business, c'est toujours la même chose. C'est un système de découverte. Comment est-ce que de nouvelles personnes te trouvent? C'est un système, j'aime pas trop le mot, mais c'est le mot marketing, c'est un système d'endoctrinement. C'est-à-dire comment ces nouvelles personnes qui t'ont trouvé se rendent compte que tu es la bonne personne pour les aider et tombent amoureux de ce que tu racontes, et de ton énergie et de ta personnalité. Parce que dans nos métiers, les gens achètent qui tu es, pas ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, tout le monde le fait. Et à la fin, il te faut un système pour vendre. Donc, en fait, il te faut un moyen d'être découvert, un moyen pour que les gens ils kiffent ton contenu et un moyen pour vendre. Si maintenant on est sur un truc compliqué de web marketing, tu as de la pub, tu as des vidéos YouTube, tu as des trucs sur Facebook, etc. Ça, c'est ton système de découverte, c'est ton acquisition, si tu veux. Derrière, tu as des tunnels, tu as des webinaires, tu as des appels et tout. Ça, c'est ton endoctrinement. Et derrière, tu as un système pour vendre. Alors, ça peut être un lien, ça peut être une page de vente, ça peut être des appels de vente, etc. Mais tout ça, on peut le remplacer par quelque chose de beaucoup plus simple. Ton truc de découverte, ça peut être des nouvelles personnes me trouvent sur Facebook et sur Instagram. Ton truc d'endoctrinement, ça peut être je fais du contenu. Juste, je fais du contenu pour ces personnes qui leur parlent de ce qu'elles sont en train de vivre. Et ton truc de vente, ça peut être ces personnes, je vais leur envoyer un message privé et je vais leur demander si effectivement ça fait écho avec ce que j'ai raconté, ce qu'elles sont en train de vivre, quel est leur problème, est-ce que peut-être je peux les aider, est-ce qu'elles ont des questions, est-ce qu'elles sont en train de rechercher une solution ou est-ce qu'elles s'en foutent et qu'elles veulent le faire de leur côté. En fait, c'est un truc beaucoup plus simple. C'est juste comment tu ferais pour rencontrer des gens dans la vraie vie. Comment tu te ferais des copains. C'est exactement pareil. Des copains, ça répond à un besoin de j'ai pas envie d'être seul et je m'ennuie. Et là, tu fais la même chose, mais qui répond à un besoin de la personne en face de moi, elle a un problème, moi je sais le résoudre. Et en fait, tu enlèves tout le compliqué, le web marketing de ces 3 étapes et tu mets du plus simple à la place. Et ça peut se faire juste en dézinguant tout du jour au lendemain. Nous, on n'a quasiment plus de liste email, on n'a sûrement plus aucun tunnel depuis bien longtemps. On a encore une page de vente, mais elle n'est pas tellement là pour vendre que pour pas avoir à répéter 27 fois ce que c'est que notre programme. Et puis des choses comme ça, si tu veux. Notre site internet, il est là pour faire joli, dire qui on est, il n'y a personne qui va jamais dessus de toute façon. On a tout simplifié à l'extrême avec juste mon compte Facebook à moi. Je trouve des gens et des gens me trouvent dessus. Je fais du contenu et derrière, je leur parle. Et vu que je les connais assez bien, que je connais assez bien leurs problèmes et que je suis là depuis assez longtemps, en leur parlant, je peux déceler leurs problèmes et peut-être leur proposer de les résoudre si ça a du sens. C'est juste ça. Est-ce que, à ton avis, ce système-là, on peut l'appliquer uniquement à des gens comme toi, des coachs, ou on peut l'élargir à d'autres thématiques ou à d'autres personnes qui proposent des solutions différentes ou alternatives au coaching?
En fait, tu peux adapter le système que moi j'utilise à toute personne qui n'a pas besoin de plus de 20, 30, 40 clients par mois, selon le prix de son offre en fait. Tout simplement parce qu'en fait, tu es dans une démarche beaucoup plus manuelle et beaucoup plus artisanale. Et si tu me dis que tu vends des formations à 59 euros ou tu fais de l'e-commerce et que tu as 3 euros de marge et qu'en gros, il te faut 10 000, 20 000, 50 000 clients tous les mois pour que ça marche, bah, la démarche artisanale, elle marche pas. Il faut un truc automatique où tu puisses envoyer du jus et du trafic comme un port dessus. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, pour des infopreneurs avec des petits produits ou des e-commerçants, ça marche pas du tout. Par contre, pour toutes les personnes qui ont une offre, ce qu'on a appelé un peu vulgairement high ticket aujourd'hui, mais finalement, ça veut juste dire une offre que tu vas développer dans le temps avec tes clients et qui ont donc un prix élevé parce qu'elles ont une transformation élevée, un changement élevé pour le client. Alors à partir de là, ça s'applique. Donc c'est coach, thérapeute, consultant, des agences aussi, enfin plein de ces métiers-là, quoi. Ok. C'est vrai, quand on regarde un petit peu le temps, moi c'est un truc qui effectivement m'a fait un peu halluciner, mais même quand tu es un bon marketeur, quand tu as l'habitude des outils, effectivement, quand tu les pratiques, c'est le temps qu'on peut perdre. Et comme tu le disais, en fait, il y a vraiment une économie de temps dans un système qui est simple, qui est juste considérable. Ouais. Monter un funnel, ça prend des heures, sinon des jours, même quand tu connais le truc. Il faut créer les produits, il faut créer les offres, il faut les vérifier, parce que plus tu construis une machine compliquée aussi, plus tu vas passer de temps à huiler un peu les rouages, à vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Et tout ça, en fait, quand on y regarde bien, ça simplifie aussi beaucoup ton emploi du temps, finalement. Moi, actuellement, mon planning, soit je fais du contenu d'avance quand je suis dans un environnement qui m'inspire et que ça me prend. Sinon, des fois, je vais le faire le matin même et l'envoyer. Mais globalement, ma création de contenu me prend 1 heure, 2 heures par semaine, un truc comme ça. Parler avec les clients potentiels me prend peut-être 1 heure par semaine. M'occuper de mes clients me prend 1 à 2 heures par semaine. Moi, j'ai un business aujourd'hui qui tient en 5-6 heures par semaine. Et encore 5-6 heures par semaine, c'est parce que nous, aujourd'hui, on applique la méthode qu'on vend, hein, on n'en applique pas une autre. Mais nous, forcément, à notre échelle et à notre niveau, ça prend un peu plus de temps que la personne qui veut faire 50 000 par an. On parle en chiffre d'affaires et pas en autre chose. Et on parle enfin, moi, j'utilise le chiffre d'affaires parce que dans nos métiers, tu as des marges qui sont élevées. Hein. Après, ça dépend des impôts, de plein de choses. Juste pour donner un référentiel de valeur, c'est pas le même temps de travail quand tu cherches 5-6 clients dans l'année ou 10 clients dans l'année, on va dire, et que quand il t'en faut 10 par mois pour avancer. Mais moi, aujourd'hui, ouais, je travaille 5-6 heures par semaine. En fait, si tu veux, je suis toujours un petit peu en train de travailler, parce que j'ai toujours un peu mon téléphone dans la main, en train de checker 2-3 trucs. Mais je suis jamais 4 heures assis à un bureau. Ça n'existe pas dans mon emploi du temps, ça. Et je peux le faire donc en voyageant, je peux le faire en faisant du sport, je peux le faire en entraînant en jogging devant Netflix, et je suis pas moins efficace. Maintenant, je me souviens effectivement de ce que tu décrivais. Quand il fallait monter les pubs, les tunnels, les machins. Il faut quand même que les gens ils se rendent compte que pour une nouvelle offre, quand on est dans le truc web marketing, il te faut du contenu ou de la publicité, il faut les créer. Pour ça, il y a du copywriting, il y a de la technique, il y a machin, il y a des trucs. Derrière, il te faut une page de capture. Derrière, il te faut une séquence email. Il te faut les pages de remerciement. Il te faut les landing pages. Il te faut les pages de vente. Il faut créer le produit. Il faut créer les order bumps. Il faut créer les relances. Il faut regarder ensuite tes statistiques. Il faut les améliorer. Il faut les tester. Non, mais attends, tu as passé 2 semaines, tu n'as encore rien lancé. Et 2 semaines à plein temps. C'est un taf monstrueux, en fait. C'est un taf monstrueux, encore une fois, et ça, c'est monstrueux et c'est facile quand tu connais le business, mais quand tu marques, c'est la courbe d'apprentissage parce que ça, effectivement, quand tu sais déjà le faire, c'est beaucoup de boulot, mais c'est faisable. Mais quand tu dois en plus découvrir sur le tas, c'est vraiment la méthode qui, je pense, aujourd'hui est la plus compliquée à maîtriser pour des gens qui n'ont pas forcément compétences, mais pas cette compétence-là que d'avoir déjà créé des funnels à répétition, parce que c'est un vrai métier, comme tu disais. Et puis, au-delà de ça, c'est quand tu joues avec les pubs, tu as aussi ce phénomène d'usure. Une pub, c'est pas éternel. C'est une fois que tu l'as fait, parce qu'elle s'use, parce que les audiences s'usent, et puis il faut toujours être dans cette mécanique-là. Alors après, on peut effectivement peut-être scaler plus haut, mais encore une fois, c'est pas forcément fait pour des gens qui démarrent, qui se lancent aujourd'hui et qui n'ont pas des compétences de l'avoir déjà fait avant. Il n'y a pas de miracle non plus, quoi. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire à nos clients, faites 100 000 à 200 000 avec une offre unique et sans publicité. Et ensuite, on verra pour scaler. Ça donnera une preuve. Même nous, aujourd'hui, on est sur des montants bien plus élevés que ça. Et on n'a pas amorcé de phase de scaling parce qu'on n'est pas du tout sûr des bons mots, des bons trucs, des bons leviers qui marchent pas. Même nous, à notre niveau, à plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices par an, on n'a pas amorcé de phase de scaling parce qu'on trouve que ça ne correspond pas à ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas encore envie de le faire, parce que ça va créer des nouveaux problèmes qu'on n'a pas envie d'avoir pour l'instant, etc. On a tendance à croire que le système pub, funnel et machin, c'est automatique. Et tu l'as très bien dit, une pub, ça s'épuise. Donc, soit ta pub, les gens l'ont trop vue et il faut en créer une nouvelle, soit tu as complètement siphonné tout ton marché et il faut attendre 3, 6, 12 mois que ton marché se renouvelle. Donc, tu coupes tes pubs et tu pourrais les relancer seulement dans 3, 6, 12 mois. Ça n'a rien d'automatique, ça, pour moi. Hein.
C'est comme dire à quelqu'un que faire de l'immobilier locatif, c'est de l'argent automatique. Non, non, quand tu vas devoir aller réparer les chiottes, c'est pas automatique. Quand tu vas devoir gérer les ouvriers qui vont réparer les chiottes, c'est pas automatique. Il n'y a pas de business réellement automatique. Il y a des business qui, avec un gros travail initial, vont être automatiques pendant 1 à 3 mois. C'est pas la même chose. Donc moi aujourd'hui, je préfère un business qui n'a rien d'automatique. Et effectivement, moi, avec ce que je fais moi, si je coupe Internet, mon téléphone, tout, j'ai plus de clients. Mais en même temps, mon business me prend 1, 2, 3 heures par semaine. Donc si tu veux, j'ai pas tellement besoin de couper mon ordinateur et mon téléphone radicalement. Et puis bon, si je veux partir faire Katmandou pendant 2 semaines, moi, est-ce que avec ce que j'ai réussi à monter, si j'ai pas de client pendant 2 semaines, je peux pas mourir. Hein. C'est choisir ses problèmes en fait. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est une bonne logique à laquelle les gens qui découvrent un peu l'univers du business, on parle de gens qui ont des compétences évidemment, mais qui pensent que effectivement apprendre, tout s'apprend, et c'est ce qu'on prône un peu sur Internet, tout s'apprend, toutes les compétences s'apprennent. Mais la réalité aussi du truc, c'est le temps que tu passes à apprendre à faire des funnels ou à apprendre le copywriting si c'est pas ta compétence, bah, c'est du temps que tu n'utilises pas pour servir tes clients aussi, où finalement tu fais pas d'argent, parce que le moment où tu apprends, c'est pas le moment où toi tu délivres finalement. Et c'est ça aussi l'espèce de dichotomie dans laquelle on est aujourd'hui, de se dire, OK, il faut que j'apprenne ça, il faut que je maîtrise ça, il faut que je fasse tous ces trucs-là avant de pouvoir commencer à vendre. Et c'est sans doute une manière très illogique de démarrer. C'est vrai que nous, on a un peu plus expérimenté, mais surtout avec un peu plus de recul. Je dirais qu'on a vu un peu le monde du web se complexifier aussi et arriver à une forme de maturité qui aujourd'hui est très complexe. C'est vrai qu'un système qui est simple, parfois, c'est l'opposition radicale, une usine à gaz, mais qui est nécessaire tellement les marchés se sont complexifiés et se sont saturés aussi. Et c'est intéressant comme perspective, justement, je trouve, beaucoup d'avoir le truc qui est vraiment aux antipodes et qui est le plus simple possible. Et je pense que c'est une très bonne manière de démarrer pour des gens qui ont vraiment déjà une compétence. Pas forcément pour des gens qui démarrent de rien du tout, effectivement, parce que là, c'est pas adapté, mais quelqu'un qui est freelance, consultant, même un salarié qui voudrait peut-être qui se retrouve aujourd'hui dans une situation un peu particulière, qui se dit, OK, je vais peut-être perdre mon boulot, ça serait peut-être maintenant aussi intéressant pour moi de commencer à réfléchir à ce que je pourrais apporter comme valeur à des clients en étant moi-même mon propre patron, non? C'est exactement ce qu'on fait avec nos clients d'ailleurs. C'est dans ces configurations-là qui sont. C'est si tu veux te lancer avec un métier artisanal. Donc, tu as une compétence, tu cherches des clients, tu veux commencer à travailler. En fait, le problème, c'est que les gens, bien souvent, ils veulent brûler les étapes. Et je comprends, j'ai fait exactement la même chose qu'eux. Hein. Donc, c'est justement pour éviter de leur reproduire les erreurs que je suis là. L'usine à gaz ne marche qu'à partir d'un certain niveau. D'abord, il faut que tu trouves ta marque et ton positionnement. Ensuite, il faut que tu trouves ton produit. Ensuite, il faut que tu trouves ton marché cible. Ensuite, il faut que tu testes ton offre, que tu améliores ton offre, que tu en fasses une vraie offre best-seller. Et pas le truc qu'on vend là partout, genre créer son offre best-seller. Non, non. Une offre best-seller, ça met 2, 3, 5 ans vraiment à la confirmer, à être sûr que tu l'as. Regarde aujourd'hui tous les gros leaders qui ont des grosses usines à gaz. Ils te disent, voici ce que j'ai fait en 12 mois. Ils te disent pas, mais ça fait 5 ans que je le préparais. C'est ça. C'est ça le problème, c'est qu'une chose après l'autre. C'est bien sûr que scaler et faire des usines en automatique avec des pubs et des tunnels, ça peut être très bien. On peut pas, avec un système très très simple et un produit à 2000 €, on peut pas faire 1,5 million. Enfin, moi, je sais pas le faire en tout cas. Par contre, avant de vouloir faire 1,5 million, apprends à faire 100 000, apprends à faire 500 000, apprends à faire 800 000, apprends à faire et ainsi de suite, tu vois. Et tu verras qu'il y a un moment, tu vas arriver à une phase de ta courbe de croissance où le scaling deviendra une évidence et où les tunnels, les pubs, les webinaires et les équipes, ça aura du sens de le faire. Mais c'est pas le cas au début, tout simplement. Ce que j'aime aussi dans ton approche, finalement, c'est que tu es quand même aussi très au contact des clients, c'est-à-dire que tu as un feedback qui est immédiat. Et ce qu'on oublie souvent pour des gens qui démarrent, c'est que tu as toujours cette phase un peu de découverte. Ce que tu penses, c'est pas ce que les gens pensent. Ce qu'ils achètent, c'est pas ce que tu veux leur vendre. Et c'est souvent en fait nécessaire, voire même vital, d'avoir justement le retour du marché et de pouvoir comme ça affiner. C'est vrai qu'on peut pas le faire quand tu construis des funnels, quand tu as des dizaines, des centaines de personnes qui passent dans le truc, d'avoir la qualité de relation que tu peux avoir avec certaines personnes qui vont te permettre d'enrichir justement ton programme et de le faire évoluer, ou du moins d'affiner tes solutions et d'avoir sans doute de bien meilleurs résultats aussi en termes de connaissance de marché. Exactement. Alors déjà, il y a une grosse erreur que font tous les débutants et que font d'ailleurs même les joueurs avancés en fait. Hein. C'est moi je sais ce qui est bon pour le client donc je veux lui vendre ça. Ouais, mais le problème c'est que si le client il n'a pas conscience que c'est ça qu'il lui faut, tu le rencontres pas à son niveau de conscience du problème et donc tu vends zéro. Nous on l'a vu parce qu'on a fait énormément de tests sur nos offres, etc. Et c'est ce qu'on conseille à nos clients aussi de faire. Moi, chaque personne qui est un client potentiel, je l'ai en one-one, je lui parle. Ou alors une personne de mon équipe très très proche, parce qu'on fonctionne à 2-3 nous, lui parle. Donc effectivement, comme tu l'as dit, on a des feedbacks permanents. Et un truc qui remonte 5 fois, on peut supposer qu'il y a une majorité silencieuse derrière qui pense la même chose.
Donc, on peut en permanence tout tester et tout améliorer. Et en fait, on est meilleur de plus en plus. En fait, quand j'ai commencé, à l'époque, j'avais encore une liste email. Aujourd'hui, je m'en sers quasiment plus à part pour envoyer quelques notifications. Les gens étaient choqués parce que on a fait les premiers 1500 € avec, je crois, 43 personnes dessus. On a fait les premiers 100 000 € de vente avec 350 personnes. Et encore aujourd'hui, on a des listes email qui tournent à moins de 1000 personnes. Les gens disent, mais comment c'est possible? Mais c'est normal, en fait. Notre métier, c'est pas de toucher 1,5 million de personnes et de vendre quasiment rien. Notre métier, c'est de toucher 100 personnes et de vendre à 97 d'entre elles. Et c'est là qu'on est meilleur que les autres, et c'est là qu'on apprend à nos clients à être meilleurs que les autres. C'est quand tu es aussi précis que ça, parce que tu es au contact des gens toute la journée, que tu fais de l'artisanal à la main, tu peux être supra pointu, et donc tu as des taux de transformation qui sont dingos, quoi. C'est très très vrai, et ouais, bien sûr, et c'est souvent, souvent d'ailleurs comme ça que ça fonctionne sur les trucs, que ça soit par téléphone, que ça soit via Facebook, via n'importe quel autre canal, le contact humain, mieux quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie et que tu closes un deal en vrai, tu as des taux de transfo qui n'ont rien à voir avec ceux d'un funnel, et c'est normal puisque tu as un contact qui est individualisé, un discours qui est individualisé, et donc forcément tu es dans une relation qui est vraiment humaine. Je pense aussi, à titre perso, là pour le coup, que cette approche, elle a un avantage aussi, c'est très dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on arrive encore une fois sur des marchés qui sont très saturés et où finalement, tu as peut-être des produits qui se ressemblent un peu. Et ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, c'est l'humain, c'est-à-dire ce que tu imprimes de ta personnalité. Et donc, plus tu es au contact des gens et plus tu peux imprimer cette personnalité. Complètement. En fait, on est arrivé, notamment dans nos industries du web, à un niveau de sophistication de marché, c'est-à-dire la conscience du marché qu'ont les clients qui est très développé. Donc des trucs qui pouvaient marcher il y a 10 ans, aujourd'hui, le client, il te regarde et fait non, mais attends, je me prends vraiment pour un con. Et à partir de là, ils ont besoin d'un retour à l'humain, ils ont besoin qu'on arrête de leur mentir, ils ont besoin qu'on leur dise la vérité. Et c'est beaucoup plus facile qu'on le croit de signer un client en lui disant la vérité qu'en essayant de lui enrober le truc dans un truc mignon et joli. C'est pour ça, moi, je dis, notre système marche, mais pas si tu veux faire 1,5 million tout seul, ça marche pas. La pub, c'est bien, mais tu deviens expert web marketing, il y a des trucs cachés. Et c'est ce que je reproche à tous les experts actuellement de ne pas te dire, en fait. C'est oui, mais. J'en ai marre, je veux juste qu'on dise la vérité aux gens, en fait. Moi, je me bats pour ça. Il y a des systèmes qui sont bien pour certains trucs, il y a des métiers qui correspondent à certaines personnes. Tout est OK, tout est bien, mais pas pour les mêmes personnes. Et quand tu rencontres le client qui a une vraie sophistication de marché et que tu lui dis, attends, voici la vérité. Par exemple, non, toi tu fais de l'e-commerce, écoute, mon programme ne peut pas t'aider, il ne sert à rien pour toi. Mais quel intérêt j'ai à lui vendre, en fait? Je lui parle derrière, il va me faire chier si je lui ai menti. Moi, je veux un business plus simple, pas plus compliqué. Si je mens aux gens, ils vont m'emmerder. Donc, si tu veux, on va tous les deux être pas contents. Moi, c'est pas mon but dans la vie. Ça me fait penser à un truc que je disais il y a 10 ans, quand j'avais la vingtaine et que je faisais le con, je sortais en soirée, je draguais les filles et tout. Et les gens, ils me disaient, non, mais tu leur dis vachement la vérité, tu caches rien. Je dis, mais attends, je veux une vie simple. Si je lui mens, ça va devenir compliqué. C'est contre-productif. Et ben, c'est pareil avec mes clients. Je veux un business le plus simple possible. Je veux une relation la plus simple possible. Et pour ça, il faut que je sois le plus franc possible pour attirer les gens qui veulent pile ce que je donne et pour éloigner ceux qui n'en veulent pas. Et c'est une très bonne façon de vendre. C'est une façon radicalement simple en tout cas et effectivement très logique et très à rebours effectivement de ce qu'on dit. Et puis la beauté du truc, c'est sans doute aussi de ne pas avoir des pages de vente qui sont là pour convaincre les gens qui ont besoin du truc, mais finalement d'aller plus dans le sens de dire c'est peut-être pour toi, peut-être pas pour toi, mais voilà, je ne vais pas changer mon produit pour qu'il rentre dans ton truc. C'est ou c'est pas fait pour toi, plutôt que d'avoir des listes d'arguments qui sont situés dans telle situation qui finalement s'adresse à un marché qui est beaucoup trop large. On a survolé juste ce que tu évoquais tout à l'heure sur la création de contenu. C'est quoi concrètement? Tu disais tu passes 2 heures par semaine à créer du contenu. Soit je fais des vidéos de moins de 10 minutes est-ce que tu es dans cette situation-là? Voici pourquoi, voici ce que je ferais peut-être à ta place, avec un petit call to action à la fin. Ou alors j'écris, je fais encore un petit peu de contenu texte parce que moi j'aime bien et que ça me plaît, que ça m'amuse de le faire, tout en sachant que la vidéo marche mieux, hein, parce que tu as plus de proximité avec les gens. Donc dans notre système, nous on conseille à nos clients de faire de la vidéo plutôt, mais certains ils font autrement. C'est vraiment juste parler aux gens qui sont en train de vivre, leur expliquer à quel moment peut-être toi tu l'as vécu aussi ou comment d'autres de tes clients l'ont vécu, leur donner des pistes de réflexion pour le problème et leur dire, bah écoute, si tu veux en parler, moi j'ai créé un programme qui répond à ce genre de problématique, envoie-moi un message ou alors on peut en discuter tous les deux et puis voilà, tu vois. Très simplement. C'est énoncer du problème, pourquoi le problème existe, quelles sont les pistes de solutions, tu veux en savoir plus, écris-moi. Voilà.
C'est vrai que c'est simple et c'est ce qui marche le mieux. Et d'ailleurs, sur un aspect qui est intéressant, c'est quand on parle de vidéo, là encore, YouTube est devenu très sophistiqué. On s'aperçoit, moi je regarde des vidéos d'amis qui sont youtubeurs, qui ont des grosses chaînes. Maintenant, ils font des trucs scriptés, ils font des trucs, tu vois, ils bossent un peu les lumières, les angles, les trucs. Toujours mes trucs un peu à l'arrache. Du coup, je suis un peu tâche, mais on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a un formatage et puis une professionnalisation des vidéos sur YouTube. Ce que toi, tu fais, c'est exactement l'inverse aussi, c'est-à-dire d'avoir un truc qui est dans la spontanéité. Et je pense que c'est plus simple aussi pour tout le monde de le faire finalement, de prendre juste son téléphone, quoi. Nous, on avait une chaîne YouTube, on l'a supprimée, tout simplement parce que sur notre cible de clients, notre message, etc., si on voulait faire du YouTube game, on devait basculer sur un truc qui ne nous correspondait pas du tout. On le voit aujourd'hui, les gens qui sont dans le coaching ou la formation dans le make money et qui sont sur YouTube, ils ont des formats. Nous, on n'a pas envie de les produire en fait. Déjà, aujourd'hui, on ne sait pas les faire, mais bon, en soi, on pourrait apprendre. Mais on n'a pas envie de faire ce genre de choses. Donc derrière, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça, voilà, tu vois, hop, je prends mon téléphone, je filme ma gueule et je commence à parler. Et ouais, non, c'est pas des belles vidéos bien chiadées, etc. C'est du contenu renouvelable, voilà. Mais moi, je trouve ça plus facile. Moi, déjà, tu me fais scripter un truc et répéter la même phrase 27 fois, je casse l'ordinateur. Et puis, en fait, si tu veux, je fais du contenu vraiment à l'inspiration, quand ça me prend, quand j'ai envie, etc. Et j'ai pas envie de devoir réfléchir avant de le faire. Ça me fait chier. Je suis quelqu'un de spontané, je suis quelqu'un qui fait le truc à l'arrache et tout. Sauf que je connais tellement bien mon sujet et je l'ai tellement répété qu'à l'arrache, ça marche bien. Il faut faire ce qui te convient, en fait. Si tu es dans le sens ingénieur où tu aimes bien que ta phrase elle soit millimétrée et l'avoir peaufinée pendant 3 mois avant de la dire, why not? Va sur YouTube, il y a des choses à faire. Par contre, si tu es comme moi et que tu aimes bien ne pas trop réfléchir à ce que tu fais en avance et le faire spontanément selon tes envies, tes idées, ton inspiration et toute ta créativité, ouais, le contenu à l'arrache marche bien et c'est du contenu très simple à faire. C'est simple et je pense que c'est aussi un des problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire pour des gens qui se lancent, encore une fois, parce que je pense beaucoup à ça, parce que j'ai beaucoup de clients aussi qui sont dans cette situation-là, ils se font tout un monde. Enfin, à chaque fois, quand tu regardes l'écosystème dans son ensemble, tu dis, waouh, faut que je fasse des vidéos, faut qu'elles soient bien scriptées, qu'elles soient trucs. Derrière, faut que je mette telle offre, tel machin, tel truc. C'est un truc qui est complètement paralysant, quoi, finalement. Et quand tu réfléchis 2 secondes, tu peux te dire effectivement que la valeur, elle n'est pas là où tu la mets forcément sur YouTube, que tu devrais devenir meilleur finalement dans ce que tu proposes, dans la résolution des problèmes, dans ton produit et dans ce que tu délivres finalement, plutôt que devenir youtubeur. Parce que c'est ça finalement, la plupart des gens maintenant commencent à jouer avec les mêmes paramètres que les gens qui font des vidéos qui sont payés à l'audience, quoi. Et c'est une espèce de paradoxe qui devient assez troublant, quoi. Je trouve que tu as des gens qui parlent de business, mais ils font les mêmes moyens, les mêmes hacks, les mêmes vignettes, les mêmes trucs un peu catchy pour un business qui n'a rien à voir avec celui de mecs qui promotionnent NordVPN, par exemple. Donc, c'est un peu bien sûr. Comme époque aussi pour cette partie-là. Mais parce que on a confondu depuis maintenant quelques temps avec l'avènement des infopreneurs et de leur grosse chaîne YouTube, on a confondu avoir une chaîne YouTube et avoir un business. Donc les gens ils se disent il faut que je sois connu sur YouTube, c'est ça mon business. Non, attends, ton business c'est d'avoir une source de trafic, un produit et vendre. C'est pas obligé d'être YouTube la source de trafic, ça peut être n'importe quoi d'autre. C'est comme si moi je disais ça y est, moi j'ai un compte Facebook donc j'ai un business. Non, j'ai une cible, une solution et je suis capable de vendre donc j'ai un business. C'est pas pareil. J'ai pas de chaîne YouTube. Et même quand j'en avais une, je crois que j'avais 800 abonnés. Ce qui ne m'empêchait pas de faire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec quelques centaines d'abonnés à la con. Et YouTube, personne ne me connaissait. Mes vidéos, elles avaient 70 vues. Et je m'en fous si sur mes 70 vues, j'ai 63 clients. Moi, je suis content. Exactement. Effectivement, on n'est pas influenceur. Un influenceur, il lui faut beaucoup d'audience parce qu'il vend son audience aux marques. C'est comme ça qu'il est payé. Nous, on est entrepreneur, c'est pas le même métier. C'est-à-dire qu'on vend directement des solutions aux clients. Donc, on n'a pas besoin de plus d'audience, on a besoin de plus de clients. Et bien souvent, plus de clients, c'est moins d'audience. C'est très, très vrai. C'est très, très vrai. Et c'est vrai que cet ego métrix, toujours de mesurer en fait son succès au like, au cœur, au j'aime, au nombre d'abonnés, elle est dramatique, effectivement, puisque ça marche pour les influenceurs qui sont rémunérés au volume de gens qui regardent et qui apprécient le truc. Mais quand on est dans une mécanique d'entrepreneur, on n'est pas sur les mêmes métriques théoriquement. Et pourtant, l'erreur, effectivement, c'est toujours de se comparer à celui qui fait plus de vues et qui n'est pas forcément du tout dans la même catégorie de revenus par ailleurs, quoi, parce que des youtubeurs avec quelques millions de vues, ils font des cacahuètes par rapport à ce qu'on peut faire, encore une fois, avec des audiences qui sont très ciblées et encore une fois, une offre qui va derrière, quoi. Ouais, on gagne plus en un mois que la plupart des youtubeurs en 3 ans. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on ne fait pas le même métier. Ils sont connus. Moi, je ne suis pas connu, personne ne me connaît. Moi, dans la rue, personne ne m'arrête pour me dire ah, t'es Jérémy Coleman. Non, pas du tout. Ça n'arrive jamais. Mais je m'en fous. Moi, je ne suis pas là pour ça, en fait. Ce n'est pas mon métier.
Moi, j'ai vécu un truc où un ami de mon père est allé chez mon père en disant Jérémy, il dit qu'il gagne tant et tant par an, c'est un escroc avec le nombre de likes qu'il a sur Facebook, c'est pas possible. Bah ouais, mais bon, enfin, non, enfin, c'est pas ça, comme ça qu'on fait les calculs, ça marche pas. Les gens sont stupéfiants pour cette partie-là, ouais. Mais bref. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, en conseil à quelqu'un qui voudrait débuter aujourd'hui? Alors, pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on a vu, on a parlé un petit peu de ton parcours. Et même, d'ailleurs, toi, si tu devais recommencer de zéro aujourd'hui, par où tu commencerais et quel serait ton plan d'action? Je recommencerai par un truc que j'ai pas forcément fait à mes débuts, c'est me dire, OK, au lieu de partir de ce que moi j'ai envie de faire, je vais partir d'un sous-groupe de gens que je connais bien, auxquels j'ai accès facilement. Et ces gens-là, je vais discuter avec eux pour voir si est-ce qu'ils ont un problème commun. Et je vais partir de là, en fait. Je vais partir des gens que je connais, du problème qu'ils ont, et ensuite, moi, je vais trouver un moyen créatif de le résoudre. Et c'est beaucoup plus simple de créer un business comme ça plutôt que de dire, moi, j'ai une compétence, où est-ce qu'ils sont les clients qui en ont besoin. Quand tu pars de toi, tu vas devoir créer l'audience de A à Z. C'est le plus dur. Créer la solution alors que tu as déjà l'audience, c'est beaucoup plus facile. Donc déjà, je partirai de là, en fait. C'est à qui j'ai accès aujourd'hui, quel est leur problème commun, comment je peux créer une solution créative pour le résoudre, et ensuite, je monte un business derrière. Moi, je ferais comme ça aujourd'hui si je devais recommencer. C'est aussi ce que je conseille à des gens qui veulent se lancer. C'est arrêter de dire moi j'ai trop envie de faire ça, donc je commence à le faire et puis on verra l'audience où est-ce qu'elle est. Non, non. À quelle audience vous avez accès? C'est le plus efficace de commencer par là. Parce que derrière, tu trouveras toujours un problème à cette audience et tu trouveras toujours un moyen de le résoudre et donc de lui vendre quelque chose dont elle a besoin en plus. C'est encore mieux. Donc vraiment, c'est ça. Si je dois donner un conseil aujourd'hui, c'est de partir de l'audience. Qui est-ce que vous connaissez déjà? C'est très, très vrai. C'est très, très vrai. Et je trouve que c'est une manière saine de le faire. C'est-à-dire que tu vas pas être forcément dans le truc qui est magique ou quoi. Tu connais les problèmes des gens. Ça s'applique à peu près à tout le monde, je pense. Tu vois une limite, toi, d'ailleurs, pour les gens qui se posent la question, parce que quand on le dit comme ça a l'air très, très théorique, mais le spectre, il est extrêmement large. Non, ça peut être tellement large, ça peut être au point de moi, je suis jeune parent. Autour de moi, il y a énormément de jeunes parents. Ils ont un problème avec ce point précis de l'éducation de leur enfant. Moi, je vais acheter 10 livres, je vais les potasser, je vais en faire une formation à 80 € et hop, je lance un infoproduit, tu vois. Comme je suis très compétent dans ce truc-là et eux pas, bah, je vais en faire un coaching. Non, il n'y a pas de limite en fait. C'est juste trouve une solution créative qu'ils ne connaissent pas encore au problème que les gens autour de toi ont déjà ou des gens à qui tu peux avoir accès en fait. Plutôt ça. Ouais, moi je pense beaucoup aux salariés en ce moment pour des questions qui me reviennent régulièrement, mais pour le coup, pour eux, je trouve que c'est particulièrement adapté parce que les gens, généralement, je ne sais pas, un commercial qui bosse avec des garagistes, mettons par exemple, qui ont une parfaite connaissance du marché, il sait exactement quelles sont leurs problématiques, il a des remontées terrain, il vendait peut-être une solution. L'idée, c'est pas de vendre la même solution, c'est peut-être de trouver un autre problème auquel il avait accès, mais boîte ne résolvait pas finalement. Et c'est vrai que dans ce cas de figure-là, tu te dis que le champ du possible, il est juste illimité ou presque. Non, mais bien sûr. Ça fait 10 ans que tu bosses pour une boîte de machines à laver. Tu te rends compte que tous ceux qui en achètent, ils ont aussi besoin d'un sèche-linge. Tu as déjà accès à tous les gens. Trouve un fabricant de sèche-linge et va vendre ces sèche-linges à tous ces gens que tu connais déjà. Ou alors, vends-leur une formation pour apprendre à servir le sèche-linge, on s'en fout. Mais évidemment, tes salariés, tu as accès à un pool de personnes qui ont des problèmes, que ce soit au sein de ton entreprise, que ce soit dans tes autres amis salariés, que ce soit dans le type de client que ton entreprise elle suivait, peu importe. Trouve une audience qui a un problème, trouve une solution à lui vendre. C'est particulièrement cool à faire quand tu es encore salarié ou quand tu as encore du chômage, parce qu'en plus de ça, tu n'as pas de pression pour le faire. Ouais. Tu es partir de zéro quand tu n'as plus de chômage, tu n'as plus rien, et genre en gros, si dans un mois, tu n'as pas gagné d'argent, tu es dans la merde, c'est une autre pression. En plus, on sait aujourd'hui que la pression financière, ça fait chuter le QI de quasiment 10 points. C'est-à-dire que tu es plus dans la merde, mais en plus, tu es plus con. C'est quand même particulièrement merdant. Moi, je conseille aujourd'hui aux salariés, vraiment, avec tous les changements qui sont en train de s'opérer dans le monde, de commencer à prendre les devants et de mettre des choses en place maintenant, même s'ils le font doucement et petit à petit, et sans aucune violence et sans quitter leur job. Mais parce que si demain, dans 6 mois, 12 mois, 18 mois, j'en sais rien, leur job se casse la gueule, ils auront déjà une source de revenus, ils auront déjà un autre métier de secours. C'est très vrai et c'est vrai que la pression financière fait toujours accepter des mauvais deals que tu regrettes après et que tu prends à contre-cœur, tu massacres tes prix, tu fais des erreurs finalement et tu as l'impression de te sauver un peu, mais en réalité, tu t'en perds généralement avec ce type de truc et c'est bien effectivement de ne pas avoir le couteau sous la gorge parce qu'on est un peu plus intelligent quand on a le temps de réfléchir posément au truc, quoi. Complètement. Une question qui revient également très souvent, c'est comment, surtout pour des salariés qui sont habitués à être payés à l'heure, est-ce qu'on switch en fait de modèle économique, puisque dans ce qu'on explique, on est quand même dans une approche qui n'a plus rien à voir.
En fait, quand tu es habitué d'être payé à l'heure, malheureusement, la plupart des gens, ils deviennent coach, consultant, thérapeute, etc. Ils sont toujours payés à l'heure et c'est pour ça qu'ils sont mal payés, c'est pour ça qu'ils font la race d'heures, c'est une horreur, et qu'ils sont quasiment débordés par leurs clients. Il faut comprendre qu'en fait, la vente, c'est pas être payé à l'heure, tu n'es plus un salarié en fait. Tu es payé pour résoudre un problème. Et créer une offre, c'est juste ça. C'est je t'emmène du point A au point B, dans à peu près ce temps-là. Le nombre d'heures que je vais y passer est à ma discrétion. Ça peut être 20 minutes, ça peut être 200 heures, c'est mon problème. Et moi, tu me payes X euros parce que ta douleur, elle est de Y euros. Et le moyen le plus simple de l'expliquer, c'est tu vas voir un entrepreneur et il a un problème qui lui fait perdre 100 000 par an, tu lui dis que tu vas lui résoudre et ça va lui coûter 10 000. Mais lui, il s'en fout en fait de te payer 10 000 quand il va récupérer 90 derrière, et il s'en fout que tu aies mis 3 mois et demi ou que tu aies mis 1 minute. Il n'en a rien à secouer. Lui, il veut que son problème soit résolu pour un prix qui lui semble juste. Et donc, on enlève toute cette notion d'heure et de temps travaillé. On est payé à la résolution d'un problème. C'est vrai, mais souvent, c'est, je pense, très compliqué à admettre pour les gens qui, je sais pas, même des gens, tu vois, qui sont cadres, qui sont payés, mettons, 3 000 balles par mois, que tu puisses faire la même chose, finalement, avec une fraction infinitésimale du truc. C'est un vrai switch mental. Je pense qu'on, la plupart des gens se heurtent surtout à des modèles mentaux qui sont paralysants, bloquants, ou du moins qui sont hors de leur cadre. Comment est-ce qu'on résout ça, finalement? C'est pour ça qu'il y a des bouquins qui parlent d'argent, qui parlent de l'argent d'un point de vue de l'entrepreneur. C'est pour ça qu'il y a des coachs qui sont spécialisés là-dedans. Nous, on le fait un peu, mais on a aussi tout un écosystème de gens qu'on connaît autour de nous qui savent le faire. C'est juste que tu vas devoir accepter un truc qui est super dur, c'est que toute ta vie, tu as été payé 3 000 balles par mois et que là, maintenant, tu vas être payé 3 000 balles pour 1 heure de taf dans la semaine. Et encore, c'est ce que tu vas te payer par semaine. Moi, quand j'explique combien je fais par mois par rapport au temps de travail passé à des gens qui sont salariés, les gens ils deviennent fous. En fait, si tu veux, tu es déconnecté de ce monde-là, tu n'arrives plus à comprendre leur notion de l'argent. C'est pas une question que genre on a la grosse tête avec l'argent, puisque finalement, moi, dans mon quotidien, si tu veux, j'en dépense raisonnablement pas tant que ça. Plus que quelqu'un qui est au SMIC, bien évidemment, mais je veux dire, par rapport à des gens qui ont des salaires à 10, 20, 30 000 balles par mois, ils dépensent plus que moi, c'est sûr et certain. Mais par contre, quand les gens ils me disent ouais, tu te rends compte, ce truc-là, il coûte 5 000, et alors on est déconnecté, on n'a plus les mêmes notions de l'argent, en fait. Plus du tout, et c'est très bien comme ça. Pour être entrepreneur et vraiment avancer, tu es obligé de te déconditionner de tous les modèles mentaux que tu avais sur l'argent et qu'on t'a inculqué pendant 10, 20, 30, 40 ans, dans ta famille, à l'école, dans ton entreprise, etc. Puisque tu es le patron, en fait. Tu peux plus raisonner en salarié. Et c'est très difficile à faire comme shift, mais c'est aussi très important. Ouais, je pense que c'est surtout quand tu vends un résultat, encore une fois, après dans d'autres compartiments, par exemple les infoproduits, quand on est sur des petits produits, tu comprends la mécanique de dire je le produis une fois et il va se vendre à répétition sans que j'ai besoin, enfin qu'il soit vendu une fois, 100 fois ou 1000 fois, ça change pas mon temps de travail, quoi. Finalement, tu as bossé pour le faire, il est fait. Bon, plus ou moins tout seul, peu importe, mais du moins tu le refais pas, quoi. On est déjà dans un petit, une progression du paradigme, et puis là, il faut passer une autre barrière mentale qui est de se dire, ok, mais pour des gens effectivement qui ont un problème douloureux, urgent, reconnu, un truc qui vraiment pour lequel ils sont prêts à payer. Je pense que sans doute le cardiologue, ça doit être le meilleur exemple qu'on puisse trouver, qui est à la portée de tout le monde, c'est de te dire, ok, si tu vas voir un cardiologue et il te dit, bah t'es condamné, il te reste 3 mois à vivre, hormis si tu as 50 000 et que je t'opère. Là, tu vas les payer et tu vas être content de les payer, quand bien même ça va lui demander 2 heures de boulot, quoi. Mais en fait, c'est ça, tu payes la personne pour qu'elle résolve le problème. Toi, plus vite c'est fait, mieux c'est, quoi. La personne, elle est plus payée au temps qu'elle a passé, elle est payée à la vitesse à laquelle elle résout ton problème. Si tu as un problème qui fait très très mal et que la personne te dit c'est 5 000 euros, tu dis ok. Et ensuite, elle te dit c'est 5 000 euros, mais en plus, je peux le régler en 1 minute. Là, dans 1 minute, t'es sorti, il n'existe plus le problème. Tu vas pas lui dire non, mais attends, pour 5 000 euros, j'aimerais que tu travailles 3 mois. Tu vas lui dire non, mais vas-y, enlève-moi cette putain d'épine du pied, pas besoin d'attendre 3 semaines, quoi. Et il y a toujours ce truc qu'on enseigne en copywriting et en vente finalement, du mec qui rentre chez le pharmacien et qui dit ah, au secours, quand je fais pipi, ça brûle, j'ai mal. Et le pharmacien qui lui fait non mais alors attendez, je sais exactement ce que vous avez. Ce que je vous propose, c'est de suivre un cours gratuit de 3 semaines pour mieux comprendre votre infection urinaire et pourquoi vous pissez des lames de rasoir. Et ensuite, on fera un entretien ensemble, calmement, attention, je veux rien vous vendre, pour voir si le traitement est adapté. Non mais attends, le mec, soit il saute par-dessus le comptoir et bute le pharmacien, soit il va dans la pharmacie d'à côté et il fait vas-y, donne les médicaments tout de suite. Et c'est exactement la même chose, on le voit en vente. Là, quand on fait que ce soit d'ailleurs pour un infoproduit ou que ce soit pour du coaching, du consulting et tout, en face de toi, tu as une personne qui a une douleur. Déjà, tu n'es pas là pour lui faire des blagues. Il faut arrêter avec la publicité créative et drôle. Hein. La personne, elle a mal, elle ne veut pas rire. Mais surtout, elle veut que son problème soit résolu le plus vite possible.
Et le bon vendeur, c'est celui qui est capable de mettre son offre au bon moment devant la personne qui a mal et lui dire non, mais c'est bon, c'est dispo là tout de suite, maintenant. C'est bon, tu peux l'acheter. Et là, tu vends très très bien. C'est tout. Ouais, c'est très très bien résumé et c'est encore une fois, je pense, aussi simple que ça quand on y réfléchit bien, quand on prend un peu de recul par rapport à ce qu'on voit, ce que les gens disent, la réalité un peu du truc. C'est effectivement, il y a des systèmes qui marchent, tous les systèmes, si on les applique suffisamment longtemps, ils marchent tous indépendamment. Mais sans doute pour démarrer ou du moins pour avoir une vie simple, un business simple, il faut pas chercher à rajouter des maillons, pas créer une usine à gaz parce que une usine à gaz par essence ne sera jamais simple fondamentalement. Et c'est vrai que quand on réduit tous les trucs au minimum, c'est logique, c'est cohérent, et puis je dirais même que c'est en adéquation à la fois avec l'époque. Les gens sont à la recherche un petit peu d'authenticité, de contact. On s'aperçoit que l'automatisation, ça marche de moins en moins bien. Les bots, les trucs, les gens ont appris à les repérer, ils les reniflent maintenant. C'est un truc qui est disqualifiant presque. Et c'est vrai que quand on prend un peu tous ces paramètres-là, c'est finalement beaucoup plus simple que ce qu'on pense soi-même. On s'est bercé un peu d'idées en se disant oui, j'ai vu que machin, un tel dit que, et effectivement, on peut sans doute réfléchir plus simplement. J'aime bien cette logique que tu as, toi, effectivement, d'avoir réduit cet écosystème. Est-ce qu'on peut, alors toi, tu utilises Facebook, mais finalement, est-ce qu'on peut l'utiliser pour d'autres réseaux, pour toucher d'autres sites? Parce que je sais aussi qu'il n'y a pas forcément tout le monde. Même. Tu peux l'utiliser LinkedIn, Instagram. Ouais. Tu peux l'utiliser quasiment partout. Si tu es freelance consultant, ça marchera sûrement mieux sur LinkedIn, hein, parce que nous, on fait sur Facebook, mais bon, c'est la méthode exactement la même. Sur Instagram, un peu moins, parce que le feed, il est fait d'une certaine façon que le contenu, tu n'es pas sûr d'exposer les personnes qui te suivent à ton contenu systématiquement. C'est un peu plus délicat. C'est pas que ça peut pas marcher, c'est que c'est plus aléatoire. Mais sur Facebook, sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social où tu peux publier du contenu et les personnes qui sont connectées à toi vont y être exposées, ça marche. Hein. C'est ça la beauté du truc, et effectivement, c'est je pense, profiter en fait de cette opportunité que sont les réseaux sociaux. La plupart des gens voient ça en fait comme une distraction qu'ils utilisent pour perdre 5 minutes quand ils vont aux toilettes ou passer le temps, mais en réalité, on peut vraiment construire des business dessus. J'ai quelques exemples. Moi, j'ai eu une interview avec une jeune femme qui a créé une marque de fringues avec Instagram, c'est-à-dire qu'elle a fait ensuite floquer, puis fait créer des modèles, mais une fois qu'elle avait créé une communauté, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ces liens, ils sont quasiment indéfectibles et que tu as les gens qui te font des retours, qui sont en mode effectivement famille un petit peu, c'est des termes qu'on retrouve beaucoup maintenant, la famille, les tribus, et que finalement, tu es là aussi dans une économie qui est un petit peu une économie du partage, je trouve, quelque chose qui est plus sain, qui n'est pas réduit à tiens, j'essaye de te vendre ma cam et puis débrouille-toi avec, quoi. On est dans une ère qui a fondamentalement changé, je pense. Mais parce que en fait, déjà avec les successions de crises économiques, sanitaires, financières, machin, etc., les gens, et ça je le répète, ils ont besoin de plus que jamais. Ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de bienveillance, ils ont besoin de douceur, ils ont besoin d'humanité. Et surtout, ils ont besoin de quelque chose qui soit adapté à eux, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont très d'accord de payer même très cher pour résoudre un problème. Ils veulent être sûrs que la solution est adaptée à leur problème à eux. Et donc, en fait, ils ont besoin d'un contact humain, quoi. Tu peux pas juste vendre en série à tout le monde. Il faut te rapprocher des autres. Et ça vaut pour les produits physiques, ça vaut pour les produits d'information, ça vaut pour le coaching, le consulting. Tu peux toujours vendre beaucoup et très cher à plein de gens, c'est pas le problème. Mais il faut une approche où tu vas pouvoir dire, toi, ou ton système va pouvoir dire à la personne, je suis sûr que ce que je fais est adapté pour toi. Parce que ça répond précisément à la douleur que tu es en train de décrire. C'est très, très vrai. Je pense encore une fois que c'est vraiment une époque un peu charnière pour ça. On s'aperçoit qu'il y a des micro-communautés un petit peu partout, que les gens sont en quête un petit peu de gens qui leur ressemblent aussi, qui ont les mêmes problèmes, qui les aident aussi et qui les soutiennent aussi, sans doute un peu à passer les trucs, parce que parfois, il y a des cheminements qui sont compliqués, autant perso que pro, se dire, OK, j'ai la formation, mais j'arrive pas, qu'est-ce que je fais, quoi? Et d'avoir un petit peu ces univers où tout le monde avance un petit peu ensemble, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de l'essence du web aujourd'hui. Le web est devenu extrêmement social au sens beaucoup plus humain, en fait, j'entends. Avant, c'était beaucoup moins le cas et c'est vrai que c'est une tendance qui va rester. J'aime bien cette approche-là que tu as aussi pour cette raison-là, c'est de dire que finalement, toutes ces approches-là, elles sont intemporelles, elles resteront quoi qu'il arrive. Quand tu comptes pas en plus sur certains trucs comme la pub, effectivement, tu peux te dire que bon, que la régie, elle veuille ton business ou pas, tu es quand même un peu plus à l'abri aussi, que tu peux finalement te développer sereinement sans avoir besoin de surveiller un petit peu trop de choses dans les maillons de ta chaîne d'action, quoi. En fait, je pense qu'il y a une grande évolution quand les réseaux sociaux sont arrivés, parce que le web, du coup, n'était plus réservé qu'aux geeks.
Tu regardes les années 2000 à 2010 quasiment, hein, le web, c'était les blogs, c'était les créateurs de sites web, c'était les mecs qui hébergeaient des trucs, il y avait de l'AdSense, machin. Enfin, c'était un peu d'un truc de technicien et de gens du web, quoi. C'était genre, tu faisais partie des trucs Internet, aller sur des salons de mecs sur Internet. Tous les gens qui avaient un business en lien avec Internet, c'était des mecs vraiment du web, tu vois, des techos un peu et tout. Et ensuite, les réseaux sociaux sont arrivés, et en fait, tu as tous les gens avec des métiers complètement normaux qui comprenaient rien à rien au niveau du web, qui sont arrivés en disant, ah, Facebook, c'est facile, moi, je veux vendre des trucs dessus. Et en fait, ça a switché comme ça petit à petit. Et les techos, ils sont allés faire d'autres choses sur d'autres plateformes. Et en fait, aujourd'hui, les business sur Internet, c'est devenu une famille beaucoup plus avec de la simplicité au milieu que ce qu'on a pu avoir au début, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis très d'accord avec cette vision-là, effectivement. Et c'est un endroit où on peut s'amuser tout en gagnant de l'argent aussi. C'est un petit peu Ouais, une bien de sûr. tes philosophies, je crois. Ouais, complètement. Moi, j'ai pas envie de faire un métier qui m'emmerde. C'est-à-dire que bien sûr, on peut parler de Mark Manson avec sa fameuse tartine de merde et que tout métier a ses mauvais côtés. Moi, j'ai choisi un métier où les mauvais côtés, je les trouve marrants. Et ça me pose pas de problème de les gérer. Et j'ai pas envie de faire un truc que j'aime pas. En fait, le problème, c'est que je me suis créé une espèce de prison dorée, moi, hein. C'est que dès que tu me proposes un autre métier un petit peu à côté, et que même si je pourrais gagner beaucoup plus, oh, ça a l'air compliqué son truc, ça a l'air chiant, il va falloir se lever le matin, il va falloir travailler plus d'une heure. Non, non, ça m'intéresse pas. Laisse-moi tranquille. Je me suis vraiment créé une vie sur mesure. Si tu veux, je suis bien, je suis dans un cocon, je m'amuse, je m'éclate. La vie, elle est facile pour moi. Ça n'a pas de choix été le cas. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé le bon système qui est simple pour moi, dans lequel je peux m'éclater. Donc, ouais, moi, c'est que du plaisir maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est, comme tu disais, c'est souvent l'erreur qu'on reproduit quand on se lance en tant qu'entrepreneur. On redevient salarié, même pire qu'un salarié de sa boîte, parce que on est toujours en train de courir, d'en faire plus, parce que voilà, faut faire tourner le truc. On est toujours 2 fois plus mal loti que les salariés. Finalement, on a moins de vacances, on a moins de temps, on a moins de trucs. Et puis finalement, on s'aperçoit avec un peu de recul que finalement, bah, quand tu as le nez dans le guidon, tu n'es pas forcément toujours là où tu as les meilleures analyses, et que c'est bien effectivement d'avoir conscience d'un truc aussi, je pense, qui est important, c'est de te dire que tu peux pas être bon partout, tu peux pas être partout, et que bah, tu as plusieurs options. C'est soit tu délègues, soit tu les enlèves, mais que c'est des choix qui ont des conséquences sur ta vie, quoi qu'il en soit. Enfin, quand je dis ta vie, c'est pas au sens dans 30 ans, c'est dans ton quotidien, quoi, ce qui est pratiquement ce pourquoi tu travailles. C'est pour avoir une vie qui est meilleure plutôt que de t'enfermer dans un truc où tu vas galérer tous les jours à chasser des clients, à faire des trucs que tu n'aimes pas parce que tu te dis que ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, mais en fait, c'est surtout, en fait, moi, j'ai envie de kiffer tout de suite. J'ai pas envie de kiffer dans 10 ans. Là, maintenant. Dans 10 ans, en fait, dans 10 ans, il n'existe pas. J'ai vu trop de gens autour de moi, dans mon passé, etc. Du jour au lendemain, ils sont plus là. Je peux pas penser, et je sais pas si c'est générationnel ou pas, mais je peux pas penser souffrir maintenant pour le plaisir plus tard. Là, ce truc judéo-chrétien, là, de la souffrance dans le présent pour le plaisir dans le futur, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je veux bien avoir un peu moins de plaisir tout de suite, mais je le veux tout de suite. Je veux kiffer tout le long du chemin, en fait. C'est-à-dire que le but de la destination, je m'en tape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin. Je veux que ce soit fun, cool et agréable tous les jours. Je m'en fous d'un bonheur hypothétique futur. Le futur, il n'existe pas. Je ne sais pas si je l'aurai, de toute façon. Donc, j'ai choisi juste de m'éclater, quoi. C'est une belle philosophie. C'est une belle philosophie dont on parle assez peu, en fait, entre entrepreneurs. Les gens ont encore une fois comme métrique l'argent ou le chiffre d'affaires qu'on génère. C'est vrai qu'on le mesure assez rarement en bonheur de ce que tu fais, quoi. Ça fait. Non, mais c'est vrai, quand tu poses 2 secondes, c'est un truc auquel j'avais jamais réfléchi, mais ça vient de m'arriver. Effectivement, les gens comparent en fait leur truc en disant ouais, je fais tant de chiffres cette année, j'ai fait plus 20%. Ah, mais combien de fois tu es plus heureux finalement? Est-ce que tu as besoin de tout ça fondamentalement? Et c'est vrai que tu peux rentrer un peu dans des questions qui sont plus profondes, qui sont intimes, mais c'est de se dire est-ce que ok, tu as doublé ton chiffre d'affaires, mais est-ce que tu es 2 fois plus heureux tout compte fait? Est-ce que tu as eu 2 fois plus de temps avec tes proches, avec les gens que tu aimes? A priori, il y a des études qui sont sorties, hein, ça fait un paquet d'années qu'on les répète, mais je crois que c'est au-delà de 9-10 000 euros par mois, ton niveau de bonheur n'augmente plus. Et puis en dehors de ça, en fait, on le voit quand tu es entrepreneur, en fait, ton objectif, tu l'as atteint, tu es content une demi-seconde, hop, ça appelle le suivant. Tu t'achètes un nouveau truc qui a coûté très cher, tu es très content sur le coup, mais tu finis par plus le voir. Je me suis acheté une nouvelle montre, je la regarde déjà presque plus. J'ai vu des gens qui faisaient des vidéos, et ça, c'est des trucs que moi-même j'ai vécu, j'en ai juste pas fait de vidéo, t'arrives dans une maison, mais grandiloquente, tu vois, le truc, il est complètement démesuré. T'es là, t'es comme un enfant de 3 ans les 3 premiers jours, au bout d'un moment, t'y vas plus. Tu vas plus nulle part, tu vas plus dans une autre pièce, et tu vis, en fait, dans ta chambre, quoi. C'est toute chose très grande que tu atteins qui te provoque beaucoup de. En fait, provoque pas du bonheur, elle provoque de la joie. La joie, c'est temporaire. Tu vas être très très content, ça va pas durer très longtemps, et ensuite tu vas revenir à ton état normal. Et c'est parce que on cherche toujours plus de shoot, de joie et de dopamine qu'on essaie toujours d'aller à l'objectif suivant.
j'essaye, et je dis pas que j'y arrive, hein, je suis comme tout le monde, hein, je fais ce que je peux, mais j'essaie de cultiver plus de bonheur au quotidien et un peu moins de shoot de dopamine. Ça permet d'être plus content avec ce que tu as, d'avoir plus de gratitude pour ce que tu as. Ça n'empêche pas que je veux aller atteindre d'autres objectifs parce que faut bien s'occuper et que c'est rigolo, mais j'y conditionne pas mon bonheur. C'est une belle philosophie, ouais. Et c'est sans doute un problème d'époque aussi. C'est vrai qu'au bout de 3 jours, on passe sur les choses. Moi, c'est pour ça que je change d'hôtel tous les 3 jours, en fait. Pour cette raison-là, c'est parce qu'au bout de 3 jours, tu as fait à peu près le tour de l'environnement immédiat et tu dis, ouais, c'est sympa. Mais en fait, quand tu changes tout le temps, tu as cette nouveauté, au moins, c'est même pas de la comprends. C'était toujours dans la nouveauté permanente qui fait que tu es content. Tu es content pour 3 jours. Moi, j'avais ça et j'adore. Les gens me disent toujours, mais tu voyages trop bizarrement et tout, parce qu'en fait, je vais dans une nouvelle ville. Et je vis dans les 300 mètres autour de chez moi comme si j'étais en France. Et les gens me disent, mais tu fais exactement la même chose que quand tu es à Paris. Oui, mais je le fais à un autre endroit. Donc, je vais faire mes courses pareil, je vais faire mon sport pareil, je vais bosser pareil, me coucher à la même heure, me lever à la même heure, je vais pas avoir plus de gens que d'habitude, je vais faire tout pareil dans ma vie, mais à un autre endroit. J'aime bien. Ça permet de donner libre cours un peu à nos délires ou à nos petites folies ou à nos petits trucs. C'est ça aussi, il ne faut pas l'oublier. On dit entrepreneur au départ pour ces raisons très égoïstes malgré tout. On ne fait pas des business pour changer le monde au départ, on fait des business pour gagner de l'argent, être plus heureux, vivre mieux. Et c'est bien de ne pas perdre de vue ce point-là. Alors parfois, certains montrent des gros trucs. Aller sur Mars, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, ça ne m'excite pas, ni en tant qu'humain pour y aller, ni en tant que créateur d'entreprise pour le faire. Mais en revanche, effectivement, un business qui est au service de la vie, c'est intéressant. C'est un truc que je répète souvent parce que là, actuellement, on a eu toute une mode avec la mission de vie à l'américaine, machin, truc. J'ai trouvé mon purpose of life. Ouais, très bien. Enfin, moi, mon but dans la vie, c'est de m'amuser à vivre, c'est de kiffer, c'est que mes proches aient tout ce qu'ils veulent, c'est que je sois libre, que je puisse faire ce que je veux. Et j'ai pas besoin d'une mission de vie supérieure. Ensuite, mon entreprise a une mission, mais on parle pas de mission de vie. Je veux dire, faut redescendre 5 minutes. On est plus de 7 milliards d'humains sur la planète. On n'a pas tous une raison d'être sur Terre énorme et complètement folle où il faut qu'on sauve les bébés phoques. On peut juste vivre en tant qu'humain et si tu fais un peu de bien autour de toi, c'est cool, quoi. Ça te fait déjà une assez belle mission. Et essaye de pas être un gros con pour les 20 personnes que tu fréquentes le plus, c'est déjà une belle mission de vie, je pense. C'est très, très vrai. On en parle assez peu sous cet angle-là, mais c'est très, très vrai. C'est une belle mission de vie qui est très suffisante. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se torturent un peu avec ça, à se dire oui, mais pourquoi? Et c'est vrai qu'on est aussi confronté à ça, en fait, quand on a gagné de l'argent et qu'on a atteint ses premiers objectifs, on se dit bon, ok. Et donc, vu que ça n'a rien changé, c'est quoi le but pour aller chercher plus loin? C'est vrai qu'il y a plein de gens qui cherchent des raisons comme sauver l'humanité, par exemple, avec Elon Musk. Pour lui, c'est extrême. Mais c'est vrai qu'on n'est pas nécessairement obligé d'en trouver une autre que celle de dire que effectivement, on a des proches, ça peut suffire, et passer du bon temps, c'est déjà un bel objectif de vie, quoi, tout simplement. Je pense que malheureusement, il y a trop de gens qui se cherchent une mission pour faire bien et pour pas justifier ce qu'ils veulent vraiment faire, c'est-à-dire que plus d'argent, plus de liberté, ou pour offrir des Porsche à leurs enfants. C'est pas grave, en fait, il faut arrêter de dire que l'argent c'est tabou, que c'est pas bien, c'est un truc très franco-français. Hein. L'argent c'est mal, donc il faut une mission de vie supérieure, tu vois. Non, l'argent c'est bien. Si tu veux 9 Lamborghini, je suis content pour toi. Si tu veux 9 Twingo, je suis content pour toi aussi. On n'est pas obligé de dire qu'on va sauver les bébés phoques, et les bébés phoques, on s'en fout. Parce que sinon, en fait, tu serais pas entrepreneur web, tu travaillerais dans une association humanitaire qui aide les bébés phoques. Exactement. C'est très, très vrai. Écoute, je crois qu'on a fait un beau tour de la question. J'étais très heureux de partager et que tu me partages ta vision. C'est réciproque. Très, très différente de ce qu'on entend. Et c'est ça que j'aime bien, c'est avoir un son de cloche qui est vraiment très, très à l'envers, en fait, un peu de cette période qu'on a actuellement. Et puis, c'est quelque chose qui, je pense, est sans doute plus adapté pour plein de personnes qui voilà, se disent ouais, le net, c'est compliqué. Non, ça peut être aussi simple que… Ça peut être super facile. Ouais. Aussi simple que ça, quand on le réduit juste à se dire, OK, mais mon but, c'est de trouver des clients. Des clients, c'est des humains. Ces humains, ils ont des problèmes. Et puis, je vais leur parler pas comme à un robot, mais comme à un humain qui résout un problème pour un humain, quoi. Et quand on a une seconde, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment, ça demande de la pratique, ça demande effectivement peut-être de se former, ça demande d'être entouré, ça demande de travailler parce qu'on n'est pas non plus comme ça. Et d'ailleurs, si tu veux nous dire où on peut te retrouver, te suivre, pour le coup, pour les gens qui sont intéressés par l'approche. Moi, c'est très facile, c'est tout simplement se connecter avec moi sur Facebook, Jérémy Coleman. Après, ils peuvent taper Jérémy Coleman dans Google, ils vont trouver tous les liens, tous les machins. Mais le plus simple, c'est de me chercher sur Facebook, de m'ajouter, de m'envoyer un message, de me dire ce que je fais. C'est le meilleur moyen de se connecter avec moi. Ok, super. Écoute, j'espère et je suis convaincu du moins que ça sera très utile, que cette approche, et à vrai dire, je trouve que tu es presque même
l'égérie du business minimaliste du coup, puisque j'ai pas trouvé plus minimaliste que toi pour cette partie-là. On a des gens qui ont des morceaux minimalistes, mais là aussi minimaliste et compacté, c'est vrai que c'est difficile de faire mieux, tout simplement. Bah, écoute, je suis très content d'être une égérie. Ça marche. Bah, écoute, on va se quitter là-dessus. Encore une fois, merci à toi, Jérémy. Super. Merci. Ciao, ciao.